La question de la croissance est au cœur de toute société et de toute vie en société. La question du régime de croissance, que l'on pense par exemple au capitalisme industriel et aux transformations sociales qui l'ont accompagné, est évidemment au cœur de la société. On parle parfois aujourd'hui de capitalisme cognitif pour parler de cette articulation entre le software et le hardware. Enfin, il y a des transformations en cours. Pour évoquer ces transformations, j'ai invité Franck Tannery, professeur de stratégie à l'Université de Lyon, qui a développé un concept particulier, celui de régime stratégique. Franck Tannery, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous avez été auteur de nombreux chapitres d'ouvrages, nombreux articles académiques. Votre champ, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, vous proposez, notamment dans l'encyclopédie de la stratégie, dont vous êtes l'un des coordinateurs, le concept de régime stratégique. C'est un concept original. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je ne sais pas, peut-être plutôt dire pourquoi cette proposition conceptuelle et d'où vient-elle. Tout d'abord, 50 ans de recherche en stratégie des organisations et des entreprises nous amènent aujourd'hui dans une situation relativement fragmentée. Alors, avec une richesse de la recherche dans toutes les universités internationales et notamment une évolution forte en Asie actuellement, mais avec un risque de venir, par du pointillisme, se focaliser sur telle ou telle question. C'est le syndrome du mille pattes. Voilà. On regarde la 997e patte et on oublie de voir le mille pattes. Mais il est important parce qu'éventuellement, dans cette nouvelle patte, on va voir émerger de nouvelles formes. Et donc, risque de fragmentation, il m'a semblé, face à ce risque de fragmentation, il m'a semblé nécessaire de revenir sur le cœur du projet de connaissance qui concerne effectivement la compréhension, la formalisation des grandes logiques de transformation, les grandes logiques de dynamique. C'est ça que vous appelez les régimes stratégiques. Alors, c'est effectivement des types de transformation, des types de dynamique. Mais pourquoi ce terme aussi, ce terme de régime? Parce que la stratégie est fondamentalement articulée ou dépendante de deux champs de connaissances, deux champs de pratique, que sont la politique et le juridique. Or, ces deux champs de connaissances ont fait un progrès important, ou ont au cœur aussi de leur modélisation, cette idée de régime politique, avec les différentes formes de régime, et à partir de là, comment j'articule, j'organise, je structure l'architecture sociale du point de vue politique, Oui. Et régime juridique. Avec Là les questions aussi, institutionnelles. avec des questions institutionnelles, avec les questions de mode de régulation de l'action collective. Il m'est apparu dans ces conditions que l'une des sources probablement de faiblesse du champ de la stratégie, c'était de ne pas avoir, pour elle aussi, compris quels étaient ces régimes possibles, ces régimes stratégiques, qui pouvaient s'articuler éventuellement avec les autres régimes politiques ou juridiques. D'où ma proposition. De venir combler un manque entre ces différentes catégories de régimes. Ils sont en nombre limité, vos régimes? Vous en avez proposé combien? Alors, j'en ai proposé 6. L'avenir dira s'il faut en ajouter ou pas, mais ce sont fondamentalement à un niveau logique qu'il faudrait rentrer dedans. Je pense que le nombre est forcément limité. D'accord. Pourquoi? Vous pouvez nous en présenter quelques-uns. Quelques-uns avant de débattre du nombre? En fait, à chaque fois, ils ont chaque régime a ses propres leviers. Procède de modes d'attitude mentale du point de vue des acteurs dans la manière dont ils agissent, dont ils cherchent à transformer la société ou l'action. À titre d'exemple, l'un des régimes, me semble-t-il, majeurs qui consiste à concevoir un imaginaire, travaille sur les opérations de virtualisation du monde qui sont présentes chez chacun éventuellement, encore faut-il le déployer, et surtout dans les organisations lorsqu'il s'agit de se projeter vers un autre monde possible. Et le travail sur le régime stratégique permet de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a réellement comme levier possible pour concevoir un imaginaire? Et finalement, une fois qu'on est à ce niveau un peu
méta, du point de vue de la connaissance, à un niveau plus abstrait, on trouve une économie de moyens sur la manière de penser les choses et on a une simplification à la fois de la pensée, mais du coup, on repère les leviers simples sur lesquels agir. Concevoir un imaginaire, c'est très simple en fait, finalement. Ça nécessite, et donc virtualiser un nouveau monde, ça nécessite avant tout de revenir sur la situation, le réel, pour mieux, on va dire, serrer le bon grain de livret, retrouver ce qu'il s'agit Google, c'est typiquement ça. Alors, avec l'humain augmenté, le projet d'humain augmenté. Typiquement, Google, ça peut être ça. Les projets de lutte contre la pauvreté, la transition énergétique chez nous, où manifestement, on a un appareil industriel de production énergétique qui arrive en fin de vie. Comment va-t-on faire ? Donc, retour sur la réalité, un travail d'évaluation de la réalité, et qui nécessite simultanément, pour concevoir un imaginaire, de trouver un discours, une argumentation pour ce projet. Ça a eu lieu par le passé, lorsque en France ou dans certains pays, on a aboli la peine de mort, on a créé un imaginaire. Ou les 80% d'une classe d'âge au bac, par exemple, c'est un imaginaire. C'est un imaginaire, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les besoins et on a projeté. On a proposé, on a formulé, on a argumenté un nouvel imaginaire. Rapidement, peut-être un deuxième régime ? Alors, un deuxième régime, peut-être l'antagoniste, où lorsque le problème c'est qu'à force, surtout actuellement, la multiplication des discours politiques plutôt vides, creux, du type le pacte de responsabilité, on ne sait plus très bien de quoi l'on parle à bon entendeur. À propos de la responsabilité. Une fois qu'il s'agit de revenir sur le réel, il s'agit de revenir, de faire quelque chose, et donc le travail de déployer des mouvements, c'est-à-dire de faire que ça se passe en acte. C'est-à-dire que les projets ne valent à un moment donné en matière stratégique qu'à partir du moment où je déploie une réalité. Et ce déploiement d'un mouvement, ça passe par quoi ? Ça passe par deux mécanismes aussi, deux leviers très simples. La mise en place de critères normatifs, de systèmes de rationalisation où les uns et les autres suivent des règles opératoires. Pour pouvoir se juger, juger d'avancée. Juger d'avancée, savoir comment faire, quoi faire et comment faire. Et puis, si je suis une règle de fonctionnement, c'est parce que j'ai de bonnes raisons d'y croire qu'elle va fonctionner. Donc je m'identifie à ces règles. Lorsque je prends le métro le matin, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il va, je me transforme comme voyageur, qu'il va arriver. Sinon, ça n'a aucun sens de me retrouver sur le quai du métro. Donc tout un travail sur l'identité. Je m'identifie à un mouvement, à un chemin qui prend forme, et je vais effectivement provoquer l'avenue, cette évolution dans ce chemin. C'est ce qui s'est passé pendant les 25 ans dernières, avec des règles d'allocation des ressources au bénéfice de certains acteurs, en l'occurrence plutôt la finance ou les actionnaires, et tout le monde s'identifiait ce mouvement comme étant a priori positif. Ça a produit des effets quand même positifs, parce que c'était nécessaire pour financer de l'innovation. Google, dont vous parliez, est quand même le fruit d'innovation permise par un certain nombre de fonds de pension, et ainsi de suite. Et en même temps, à un moment donné, ça bloque. Et c'est là où il faut de manière complémentaire, donc on a derrière ces questions de ces régimes une possibilité d'avoir une théorie de la transformation, une théorie du changement. Une fois que je suis bloqué, je suis dans l'ornière de ma pratique, du mouvement que j'ai déployé, il s'agit de reconcevoir un imaginaire. Alors on sent très bien l'intérêt qu'il y a à prendre connaissance de concepts un peu neufs comme ça. On évoquait le nombre de régimes que vous proposez. Est-ce que la première des libertés, c'est pas déjà de prendre conscience de cette diversité de régimes possibles, en se disant qu'il y en a toujours un septième possible. Vous en proposez 6, il y en aura peut-être un septième un jour. Mais est-ce que c'est là que se joue une bonne part de ce que peuvent apporter aussi les sciences de gestion, d'apporter une diversité de représentation ? Alors, oui, sur la nécessité de la diversité de représentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, de voir. Mais ce n'est probablement pas là que se joue la principale richesse des sciences de gestion. C'est le fait de développer des concepts qui sont applicables à différents niveaux d'analyse.
Ces régimes, par les exemples qu'on a manipulés un instant ensemble, on peut les appliquer à une entreprise, à une offre d'une entreprise, mais aussi à un secteur. Le secteur de l'énergie et le secteur de la construction automobile ou le secteur financier ne sont pas dans la même situation, et voire à des pays. L'état de la France n'est pas du tout le même que la dynamique actuelle qu'il y a dans les continents africains. Donc l'intérêt des concepts génériques de ce type-là, c'est de pouvoir jouer sur plusieurs contextes. Et ça, c'est un des points, me semble-t-il, importants. Le troisième élément, c'est que si on n'a pas un nombre suffisamment limité de formes, l'acteur en situation se retrouve complètement dépourvu. C'est-à-dire qu'il est du coup livré aux turbulences de l'instant, ou aux turbulences de sa pratique, de sa contingence très locale, alors qu'en fait, il y a probablement à un niveau plus générique un nombre limité de formes. Ce que connaissent très bien les stratèges militaires. Les stratèges militaires ont un nombre limité de systèmes stratégiques et de manœuvres. Le nucléaire, par exemple, la guérilla, par exemple, et on sent bien poindre autour des nouvelles technologies actuellement ou l'absence de cyberguerre, la crainte des militaires d'ouvrir un nouveau front. Et ils préfèrent ne pas y aller. Pourquoi il n'y a pas une attaque massive des États-Unis contre la Russie ou l'Iran ou la Syrie du point de vue d'une cyberguerre? Parce qu'ils craignent éventuellement peut-être d'être plus faibles que les Russes, que les Israéliens, que les Chinois. Donc ils ne veulent surtout pas y aller. Donc ils mobilisent encore des systèmes anciens qui sont dans un nombre limité, la dissuasion, la guérilla ou des règles de guerre économique plus simples. Les régimes stratégiques, une entrée parmi une centaine d'autres à te retrouver dans l'encyclopédie de la stratégie que vous avez coordonnée. Franck Tannery, merci de votre venue et merci de ces concepts neufs. Merci beaucoup. On en a besoin. Et à bientôt.